Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. L'urbex, vous connaissez? Eh bien, c'est un néologisme, la contraction de deux mots, exploration et urbaine. L'urbex est un phénomène culturel occidental dont les adeptes trouvent des lieux désaffectés, y pénètrent et les photographient avant de les montrer sur les réseaux sociaux, tout ça sans jamais dévoiler exactement où ils se trouvent. Alors que dit ce phénomène sur notre rapport au monde? S'agit-il d'une fascination morbide ou au contraire, c'est un élan romantique pour les ruines de notre passé commun? Regardez ce reportage d'Alain Hugui, on en discute juste après. Situé au sud de notre territoire, cet ancien palace est un spot d'urbex. Fidèle à l'un des principes de la mouvance de l'exploration urbaine, nous ne citerons pas le lieu afin de le préserver de toute dégradation. À l'intérieur, le temps s'est arrêté. Le silence a remplacé les bruits de la vie au quotidien de ce grand hôtel luxueux. Des rires, des notes de piano traversant les couloirs en provenance du bar, il ne reste que le bruit discret des pas de l'urbexeur sur les moquettes épaisses et défraîchies des couloirs abandonnés. C'est comme si on redécouvrait un monde qui a disparu. Un petit peu comme si on retrouvait l'Atlantide de la légende, mais en miniature, bien sûr. Pendant plus d'un siècle, il y a des gens qui ont vécu là, qui ont travaillé, qui se sont aimés, qui ont vécu des histoires, l'amour peut-être, des drames. Et puis un jour, la lumière s'est éteinte et tout ce monde a plongé dans le silence, dans une certaine indifférence, dans l'oubli. Construit au milieu des années 1800, ce palace a fermé ses portes il y a un peu moins de 20 ans. Préservée du vandalisme, cette bâtisse à l'architecture néoclassique offre aux visiteurs adeptes d'urbex un magnifique voyage imaginaire. Il faut avoir un petit peu d'imagination et puis on entend et on voit les fantômes qui ont passé, qui ont séjourné par là. Puis ici, c'est pas n'importe quel fantôme. Par exemple, Marlène Dietrich, Gina Lollobrigida, qui ont séjourné ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Voilà, le fantôme de Marlène Dietrich qui passe là. Bonjour Marlène. Bon, elle m'a pas répondu. J'espère qu'elle va pas faire un esclandre. Enfin, c'est magnifique, vraiment. Très très beau, puis c'est habité. Cet ancien journaliste a découvert l'urbex sur le tard. Tout à l'opposé du tagueur cagoulé, Yves se meut, à visage découvert, dans les méandres des couloirs abandonnés, pour en capter la poésie avec respect. C'est le même respect qu'on doit à des sanctuaires, au fond. Le même respect qu'on doit à une vie qui s'est déroulée dans ces lieux. Même quand il s'agit de lieux parfaitement laïques, par exemple même des friches industrielles, pas besoin d'être dans une chapelle ou une église pour qu'il y ait ce côté sacré, effectivement. Ouais, c'est un mot juste. Urbex est la contraction entre les deux mots anglais urban et exploration, urb, ex. Si la curiosité humaine ramène la visite des lieux inexplorés à des temps ancestraux, le principe de l'urbex est né officiellement de la désindustrialisation des grands sites de production, particulièrement aux États-Unis et en Allemagne. Depuis, cette mouvance n'a de cesse de faire des adeptes. Diplômé en architecture et en art appliqué, Timothy Hanem a parcouru plus d'une dizaine de pays dans le monde pour assouvir sa passion. On peut visiter des fermes magnifiques au Portugal,
des parcs d'attractions en Suède ou des châteaux en Écosse, ce genre de choses qu'on ne trouve pas vraiment en France. Et le fait d'aller dans des pays qui ne sont pas très visités, on tombe sur des lieux qui sont encore pas mal préservés en fait. Après une première tentative de visite avortée par un gardien qui l'a expulsé du site, Tim se rabat sur une auberge, abandonnée à la croisée des chemins, dans la région du Grand Est français. Il y a un peu de fébrilité parce que déjà j'entre dans un endroit qui n'est pas... j'ai pas le droit d'y être, je suis dans l'illégalité. Donc forcément il y a de l'appréhension et c'est ce qui fait qu'on avance très lentement au fur et à mesure des pièces. Et en même temps c'est vrai qu'il y a un peu d'émerveillement aussi quand on pousse une porte et qu'on tombe sur une grande pièce magnifique avec une belle lumière. Donc c'est un peu beaucoup de choses qu'en fait on a l'appréhension, en même temps on a la peur, on a un peu d'excitation aussi parce qu'on ne sait pas trop sur quoi on va tomber à l'intérieur. Donc il y a plusieurs sensations à la fois qui se mélangent. Tim explore le spot avec respect, fidèle au principe de la communauté Urbex, ne rien casser pour entrer dans le bâtiment, ne rien déplacer, ne rien prendre avec soi. Depuis plus de 20 ans, il parcourt des milliers de kilomètres pour explorer des sites de tout type. Il les documente ensuite avec force de détail, avant de les publier sur les réseaux sociaux. Mais l'urbex n'est pas réservé à une génération. Si l'on voit passer sur la toile de jeunes casseurs un spray à la main pour laisser sa trace sur un des murs, la discipline passionne et inspire de tout autre profil. À l'exemple de Vanessa qui, de retour d'un voyage au nord de la France, travaille sur les images qu'elle a pu mettre en boîte lors d'une visite effectuée en toute légalité. Ce qui m'a toujours intéressée, c'est justement de photographier ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne voit plus. Dans le cadre de ces éléphants, très clairement, c'est quand même des éléphants qui ont brillé, que tout le monde regardait. Et puis là, je trouve que c'est aussi leur rendre un petit peu la vie, les respecter par rapport à ce qu'ils ont été. Moi, j'ai demandé l'autorisation à la mairie de la ville en question, qui m'a donné le nom de la société qui possédait ces entrepôts et qui, elle-même, m'a ouvert les portes et m'a fait visiter. Donc, c'était en toute légalité. Les images de cette infirmière en psychiatrie sont visibles sur Internet. Les sites d'Urbex qu'elle publie ont toujours un nom. C'est en lien avec, par exemple, du mobilier qu'on a trouvé à l'intérieur. Si on voit qu'il y a des instruments qui servent aux dentistes, c'est pour ça qu'il a eu ce nom-là. Après, il y a un château en Italie, Castello Eisenberg. On lui a donné ce nom parce qu'on sait que dans les années 80, il y a eu un grand trafic d'héroïne. Ces noms factices, bien évidemment, permettent de garder l'anonymat du lieu. Ainsi, l'urbex se passionne, mais inspire aussi. Karine est une artiste tessinoise pour qui la visite de spots peut inspirer des dessins et des peintures. En tant qu'artiste, tout ce côté suranné, un peu empoussiéré, je trouve un côté assez poétique là-dedans. D'essayer de réimaginer comment c'était. J'essaye beaucoup de faire ça quand je vais visiter ces endroits. Mais oui, on peut trouver ça beau. La pratique de l'urbex alimente l'imaginaire et se décline dans ce cas en peinture. Mais cette pratique peut se retrouver ailleurs aussi. Tim est l'auteur d'une bande dessinée dont les arches narratives sont directement influencées par cette passion. Il y a une histoire principale dont la base est l'urbex en fait, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient visiter une maison abandonnée. Et en fait, cette maison se met à lui parler, se met à lui raconter son histoire, la tristesse d'être tout seul, d'être délaissé. Et à un moment, il y a le maire du village qui arrive et qui décide de raser cette maison parce qu'il en a marre que des gens viennent la visiter, sauf que la maison ne se laisse pas faire et elle s'envole. Donc c'est un peu cette idée de lieux qui ne veulent pas disparaître, qui tiennent à raconter une histoire, qui disent « je suis là, j'existe, entretenez-moi, faites quelque chose de moi, mais ne me détruisez pas parce que j'ai une histoire, j'ai un passé et j'aimerais la raconter ». Retour chez notre ancien journaliste. Après avoir chargé et trié les images prises dans le sud helvétique, il s'applique à redresser les aberrations optiques, retravailler les contrastes et la colorimétrie, à finaliser ces images sur l'ordinateur qui a remplacé depuis longtemps la chambre noire. Plus il y a de traces de cet abandon et de cette désaffection, plus c'est intéressant, évidemment, quoi. On fait de l'urbex, là, on ne fait pas de l'architecture à proprement dit, donc
c'est très précieux. C'est des prédations causées par les années qui ont passé. À 70 ans passés, Yves fait partie de cette communauté active dont la sensibilité et la passion pour l'urbex permettent d'apprécier la beauté dans le chaos. Bonjour Timothy Hanem. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vous a vu dans le reportage, vous êtes un urbexeur, vous êtes aussi un dessinateur et un écrivain. Vous avez publié 2 livres sur le sujet de l'urbex, parus aux éditions Artaud il y a quelques années. Et là, cette année, vous publiez une BD qui s'intitule Canva aux éditions Lapin, qui traite aussi d'urbex. On l'a vu dans le reportage. Alors Timothy Hanem, est-ce que pour vous, l'urbex, c'est une exploration? Est-ce que c'est la dernière grande aventure occidentale contemporaine? Alors, je ne sais pas si c'est la dernière aventure occidentale, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que c'est une aventure qu'on peut vivre très, très près de chez soi, en fait. Et en plus, c'est gratuit, et tout le monde peut le faire. Donc, c'est vraiment un terrain d'aventure. On peut rouler une demi-heure en voiture depuis Paris, et tout d'un coup, on est dans un autre monde, alors qu'on est juste à côté de Paris. Mais il n'y a pas un peu ce sentiment d'être un explorateur? Quelque chose qui se titille comme ça à l'intérieur? Oui, c'est parce que souvent, quand on va visiter un lieu qu'on a repéré et dont on ne sait pas du tout comment c'est à l'intérieur, on pousse une porte et c'est l'inconnu total. Bonjour Alexandrine Schneewin. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Lausanne et vous êtes aussi psychanalyste. Alors vous avez découvert comme nous ce reportage. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi, ce qui me frappe dans ce reportage, c'est quelque part ce sentiment que on aime ce qui est abandonné, on va vers ce qui est délaissé. Et j'ai eu une sorte d'image devant moi, c'est en fait l'antithèse d'une visite dans un château, musée comme Versailles par exemple, où tout est rutilant, où on est spectateur d'une beauté rétablie, conservée. Et là, je découvre quelque part l'amour de ce qui est délaissé. Et je trouve ça très beau. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... vraiment, je dirais, c'est l'anti-Versailles, l'anti-musée. Et il y a quelque chose d'une vraie sensibilité, je trouve, pour ce qui est en ruine, ce qui est délaissé. Timothy Hanem, reconstruire comme ça le passé, être un peu acteur, ça c'est une de vos motivations? Oui, parce que le principe des endroits abandonnés, c'est qu'on ne sait pas qui y a vécu souvent, on ne sait pas quelle est leur histoire. Et la première chose qu'on se demande, c'est pourquoi ça a été abandonné. Donc moi, ma petite passion, c'est de retracer un peu l'histoire de ces lieux, de chercher à savoir pourquoi ils ont été abandonnés. Donc je trouve des pièces de puzzle à droite, à gauche. J'en mets quelques-unes sur mon site, pas toutes, pour pas trop pour pas que trop de gens savent où ça se situe. Et des fois, je reçois des mails de gens qui me disent « Moi, j'ai vécu là dans les années 60, je vais vous raconter un peu son histoire. » Et du coup, je redécouvre l'histoire des lieux et on a une vision complètement différente. Un château qui fait un peu peur. Tout d'un coup, c'est un château qui était romantique, en fait, parce que beaucoup de gens y allaient, il y avait des soirées, des fêtes. Donc c'est une manière comme ça de réinventer le passé, d'avoir gardé une trace d'un monde qui est un peu perdu. Vous avez à peu près 40 ans, un peu plus de 40 ans, Timothy Hanem. Vous avez commencé par vous passionner de l'urbex quand vous étiez adolescent. La passion, elle est toujours là, 20 et quelques années après l'adolescence? Oui, c'est un virus qu'on a du mal à quitter. Et je sais que c'est devenu une vraie récréation. C'est une envie il y a une sensation de liberté. Tout à l'heure, on parlait de Versailles, justement. C'est l'anti-Versailles parce qu'on est tout seul. Donc on peut faire ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut, mais on peut le faire. Donc il y a une sensation comme ça de liberté qui est très forte. Et souvent, on est seul ou avec des amis. Et donc, du coup, c'est vraiment découplé. On est comme des gamins qui sont sur un terrain de jeu et on peut s'amuser à explorer. Donc c'est comme une sorte de part d'attraction, mais qui serait que à nous. Donc c'est quelque chose c'est un tel plaisir que c'est difficile de se dire allez, j'arrête, j'en ai marre. Timothy Hanem disait finalement c'est des ruines, c'est à moi, c'est une aventure, mais il y a aussi Alexandrine Schneewin, la dimension presque, j'allais dire, un peu romantique, la dimension presque morbide. Au fond, ce sont des ruines, des lieux désaffectés. Est-ce qu'il y a comme ça, à propos de l'urbex, une forme d'esthétique du désastre? Est-ce qu'on peut dire ça ou ce serait trop? Je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant parce que d'une part, c'est des lieux, on pourrait dire, il y a quelque chose de négatif. Ils sont abandonnés, ils sont délaissés. Donc, il y aurait quelque chose d'un peu morbide, d'un peu en ruine. Et puis, le sentiment qu'on a à voir ce que vous faites, c'est que, en fait, du négatif, on passe vers un objet qui devient très positif, qui devient donc l'abandon,
qui en soi est négatif devient positif. Et ça, je trouve que c'est l'antimorbide, en fait. C'est redonner vie à quelque chose qui quelque part, n'était plus en vie. Et c'est quand même, c'est un mouvement très particulier. Et ça me fait aussi penser qu'à la fois, vous n'y allez pas pour aller rénover cet endroit. Donc vous n'allez pas en voulant lever des fonds pour en faire quelque chose de très beau. Et c'est ça que je trouve intéressant, cette démarche de vouloir conserver ce qui est abandonné. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu presque d'antithétique? On y va, on regarde, mais on aime quelque part penser ce qui est délaissé. Oui, c'est exactement, c'est le paradoxe de l'urbex en fait. C'est qu'on on visite un lieu qui est complètement en ruine, et on est triste que ce lieu soit complètement à l'abandon ou délaissé. Et en même temps, la fenêtre qui est ouverte, qui est cassée, le lierre qui rentre, qui fait un tapis vert sur le salon, bah, c'est magnifique. Et donc en fait, on est un peu partagé. On dit c'est triste et en même temps, qu'est-ce que c'est beau. Donc c'est pas du tout c'est pas du morbide, mais il y a beaucoup de nostalgie et de tristesse en fait. Une sorte de beauté de la nostalgie. On s'imagine comment c'était avant. Le cerveau fait un travail mental pour s'imaginer comment c'était avant. Et du coup, on ressent beaucoup de nostalgie comme ça. Donc il y a vraiment une sorte de beauté de l'abandon. Et des fois, certains lieux sont rénovés. Et là, ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, c'est encore plus beau quelque part. Beauté de l'abandon. Et il y a quand même un peu de glauque, Timothy Hanam, parce que je suis allée sur les réseaux sociaux pour vous spotter, et j'ai vu que votre nom, c'est Glauqueland. Donc, il y a une petite dimension comme ça du sinistre, du glauque, alors, oui, alors Glauqueland, en fait, ça vient de quand je cherchais un nom du site au début de 2001 pour mettre mes photos d'endroits abandonnés. Je suis parti du principe de Disneyland. À Disneyland, il y a Westernland, il y a Futureland, il y a les poupées. Moi, ça serait Glauqueland. Ça serait la petite partie du parc d'attractions où on se ferait peur. Par exemple, comme le manoir de Psychose qui est à Disneyland. Donc, ça serait Glauqueland. Et c'est vrai que 20 ans après, j'assume un peu moins le nom de ce site. Parce que c'est vrai qu'on s'imagine que ça va être quelque chose de glauque. Et en fait, j'y poste des choses qui ne sont pas du tout glauques pour moi, qui sont plutôt dans l'ordre de la beauté, de la nostalgie ou de la tristesse. Mais pas... Je ne suis pas là pour faire du sensationnel et dire « regardez, ça fait peur ». Pas du tout. C'est des photos, du texte, un fond noir, comme un livre en fait. Mais on est quand même, et ça c'est une question pour tous les deux, mais on est quand même dans une période qu'on pourrait qualifier presque d'apocalyptique, avec le coronavirus, avec les problèmes climatiques, avec les guerres, avec tout ce qui se passe. Alors est-ce que aller être urbexeur, aller vers ces ruines, c'est une façon d'échapper au présent et d'aller vers le passé, un passé peut-être glauque, ou peut-être c'est aussi une façon d'anticiper, de se dire voilà, Timothy Hanam. C'est tout à fait ça en fait, parce que déjà d'une part, c'est une manière d'échapper à la réalité, parce qu'en fait, quand on est dans ces endroits-là, on a les sens complètement en éveil, on fait attention à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on touche, et du coup, on n'est pas du tout, on pense à rien d'autre. Donc on n'est plus, c'est plus métro, boulot, dodo, on est vraiment, on s'évade comme une sorte de randonnée. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une façon de s'imaginer qu'on est dans le futur, de visiter des lieux comme ça, on se dit peut-être, chez moi un jour, ce sera peut-être comme ça. Et ça nous rappelle aussi que tout est éphémère et que nous aussi, on va disparaître. Du coup, voilà, ça rejoint cette notion de faire des photos et de prendre des souvenirs et de garder des traces de ces lieux. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment tout à fait un voyage dans le passé et un voyage dans le futur, mais en tout cas, on n'est pas dans le présent, en fait. Qu'est-ce que ça apporte, Alexandre Schneewin ? Pour moi, il y a presque une sorte de psychanalyse matérialisée de notre société dans cette démarche, parce qu'on est dans une société de consommation, on parle beaucoup de ce côté bling-bling, trop de consommation, tout est éphémère, et puis en fait, on voit bien qu'il y a une nécessité absolue de changer d'optique. Et là, c'est comme si, tout d'un coup, on rendait présent les objets abandonnés. Donc pour montrer que finalement, ce qu'on délaisse reste et que ça ne s'évapore pas. Et c'est comme, je trouve qu'il y a une sorte de confrontation avec une sorte de mouvement de notre époque, qui est justement de ne pas conserver toujours les choses, de les laisser. Comment une chose va à l'abandon, c'est bien qu'on l'a laissée pour elle-même. Tomber, ouais, c'est ça. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez comme un miroir, comme un reflet de quelque chose qui est très typique pour notre époque. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du sacré dans ces lieux parce qu'on a vu dans le reportage ce code de conduite, une charte qui réunit les urbexeurs, un très grand respect au fond des lieux. Mais est-ce que ces lieux sont chargés d'une forme de sacré pour vous, Timothy Hanam ? Oui, bien sûr. Et ce qu'on voyait dans le reportage, c'était exactement ça. Quand on dit qu'il n'y a pas que les aigrilles qui sont sacrées, et qu'une usine peut être sacrée,
C'est complètement vrai, en fait, Pourquoi ? parce qu'on arrive dans un lieu où tellement de gens sont passés avant nous qu'on se dit on est juste un visiteur. Donc on va faire attention. Et moi, quand je visite une maison abandonnée, si je vois une table de chevet avec une lampe et puis un réveil et que je vois qu'il y a un peu de poussière, je me dis ça serait dommage de l'enlever et de changer les choses. En fait, il y a une sorte comme un archéologue en fait, qui trouve quelque chose mais qui n'y touche pas. Il y a vraiment une sorte de sacré. Puis en fait, souvent, l'urbex, on est dans un lieu qui est silencieux. Donc déjà, ça impose aussi de ne pas faire de bruit, déjà si on ne veut pas se faire repérer. Mais aussi, il y a une espèce de... Voilà, le lieu est complètement silencieux, donc ça nous impose une sorte de respect, en fait. Il nous entoure un peu comme ça. Donc c'est comme une sorte d'église ou une cathédrale qui pourrait être silencieuse aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une grande part de respect qui est due au silence, tout ça. On se crée des lieux comme ça, sacrés, Alexandrine Schneewin, quand on est un urbexeur. Oui, je trouve que l'idée de l'archéologue est très intéressante. Au fond, c'est comme si finalement tout un chacun, ou en tout cas un urbexeur, peut devenir archéologue sans avoir besoin d'une longue formation, de cette envie d'aller creuser le respect de quelque chose. Ce qui finalement, moi dans mon domaine, quand je pense à la psychanalyse, Freud il disait de lui-même que comme jeune homme, il était passionné d'archéologie. Et il a souvent dit que sa démarche qu'il avait faite par la suite, c'était vraiment venu de son envie de respecter les choses enfouies. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre. Ce respect, le côté sacré, je ne sais pas, mais quelque part, on va avec beaucoup de précautions pour ne pas démolir ce qui est très fragile, comme c'est en fait. C'est vrai que la fragilité, c'est une notion essentielle de l'urbex, en fait, parce que les lieux sont souvent délaissés. Il y a beaucoup de fragilité, hein, parce qu'il y a beaucoup de lieux que j'ai visités. Si on tape un peu fort sur les murs, la maison, elle peut s'effondrer. Donc on fait vraiment attention déjà là où on marche, là où on pose les pieds, à ce qu'on touche. Des fois, sans faire exprès, je touche une porte, ça me fait peur comme ça parce que je n'avais pas fait attention. Donc oui, il y a une vraie notion de la fragilité. On saisit un instant qui est fragile d'un bâtiment qui va peut-être être amené à disparaître. Mais on joue aussi un peu à se faire peur, Timothy Hanem. Oui. Est-ce que on joue à se faire peur et il n'y a pas vraiment de danger, ou est-ce qu'il y a quand même un danger un peu réel? Il y a toujours une petite part d'adrénaline quand on rentre dans le lieu. Alors, il y a une part d'adrénaline quand on rentre dans le lieu parce que c'est une forme de transgression. Bien sûr. On ne demande pas l'autorisation. C'est une pratique qui est illégale puisque tous les lieux appartiennent à quelqu'un. Même si c'est un propriétaire qui ne s'occupe pas de ce château depuis 40 ans et qui habite à 700 km, ça lui appartient quand même. Et dans tous les cas, si je me fais attraper par un vigile ou la police ou ce genre de choses, je coopère totalement, je n'ai pas le droit d'être là. Ça vous est arrivé déjà? Ça m'est arrivé quelques fois. Et ça s'est toujours très bien passé. J'ai eu un contrôle d'identité, un petit rappel à la loi de temps en temps. Mais je coopère totalement. Je dis qui je suis, je ne me cache pas, j'explique ce que je fais. Et bien sûr, des fois, il arrive qu'on me crie dessus, on me dit dehors, je suis très bien, pas de problème. Parce que c'est le jeu, c'est un peu. On revient au principe de l'enfance du jeu des gendarmes et des voleurs. Je n'ai pas le droit d'être là. Si je me fais attraper, je joue le jeu et je sors. Il n'y a pas de souci. Alexandrine Schneewin, ce que Timothy Hanem dit aussi, c'est finalement je garde le lieu secret. Alors il y a une part de transgression parce qu'il n'y a pas d'autorisation qui est demandée pour pénétrer en ces lieux. Mais il y a aussi ce secret-là. On photographie, on esthétise, on transmet, mais sans dire où c'est. Oui, je trouve ça c'est très intéressant parce qu'on protège ce qui est abandonné. Donc justement, c'est comme si on avait envie que ça reste tel quel, que personne ne vienne y toucher et pourrait avoir envie de le transformer. Donc c'est comme si c'était un vrai désir d'être réparateur de quelque chose, mais réparateur de ce qui est abandonné et qui doit le rester. Donc c'est une vraie mise en valeur, je trouve, très respectueuse de l'abandon. Et je retombe sur ce que je disais avant, c'est une façon de célébrer quelque part l'abandonné, donc le retourner dans une autre position. Pourquoi ces lieux, au fond, désaffectés nous touchent tant, Alexandrine Schneewin, nous touchent, nous, en tant que spectateurs du reportage qu'on vient de voir, mais touchent les urbexeurs, les émeuvent parfois? Est-ce que c'est pas parce que ça touche quelque chose, ça résonne avec quelque chose en nous, où on a tous aussi des parties enfouies, délaissées, que ce soit pour nous, notre histoire familiale ou plus large, culturelle. Est-ce que c'est pas ce sentiment-là que, là, pour une fois, on peut être actif dans la vie, dans le monde? Vous disiez tout près de chez nous. Et donc, on est cette sorte d'explorateur près de chez soi, mais ça résonne avec des explorations qu'on pourrait ou qu'on fait aussi de façon intérieure. Et je trouve qu'il y a une résonance là.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, Bien Timothy sûr, Hannem. totalement. Et dans mon cas, je sais que je me suis beaucoup posé la question pourquoi j'aimais ça. Et je pense qu'il y a une sorte déjà une peur de la mort, tout simplement. Moi, je visite ces lieux parce que j'ai l'impression d'être dans le futur, que j'ai un peu survécu à tout ça. Mais il y a aussi une notion de perte de repères. Je sais que quand je reviens dans ma ville natale, Fresnes, et que je vois que certains bâtiments ont changé, ont été rasés, démolis, je me dis, il y a une partie de moi-même qui est partie. Parce que c'est plus, du coup, j'ai plus que des souvenirs. Donc c'est un peu comme si je prenais en photo tous ces lieux pour que même s'ils soient démolis, ou voilà, s'ils sont démolis ou réhabilités, au moins il en reste une trace sur Internet. Et c'est ce que me disent des gens qui m'écrivent de temps en temps en me disant j'ai visité cet asile dans les années 70, c'est super qu'ils soient encore vivants sur Internet. Mais c'est comme arrêter le temps, c'est comme vouloir arrêter le temps. C'est exactement ça, ouais. C'est ça. Alors c'est pas très marrant de s'auto-analyser, de se dire pourquoi on fait ça, mais au moins je suis sûr avec moi-même. Je sais pourquoi je le fais et j'aime bien immortaliser ces lieux qui sont des repères pour moi parce que c'est souvent aussi des points de c'est des souvenirs. Il y a beaucoup d'affection avec ces lieux. Quand on les visite 2-3 fois avec des amis, on a des très bons souvenirs de cette visite, de ce qu'on a trouvé, de ce qu'on a pris en photo. Souvent on y déjeune des fois. Donc c'est des lieux qui sont quand même chargés en émotions. Donc quand ils disparaissent, ça fait vraiment une cassure. Donc il y a vraiment une idée de conserver des petits repères. Ils ne sont pas totalement détruits, ils sont encore un peu sur Internet. Mais est-ce qu'on peut se poser aussi cette question-là de nos sociétés très dématérialisées avec l'Internet, avec tout ce qui se passe? On peut se poser la question de ce qu'on va laisser aux futurs urbexeurs. Qu'est-ce que vos successeurs, Timothy Hannem, ou qu'est-ce que les générations futures, Alexandrine Schneewin, vont bien pouvoir visiter, toucher? C'est une vraie question, surtout qu'on est quand même souvent dans la démolition, dans quelque chose à vouloir effacer les traces. Et c'est vrai que c'est une question à se poser. Quelles sont les traces que j'aimerais garder, conserver, et comment j'aimerais le transmettre? Et je pense que sur un plan global, on commence à de plus en plus en parler et de se poser la question. Parce que vous parliez du temps on aimerait que le temps s'arrête, mais au fond, il s'est arrêté déjà dans tous ces lieux-là. Donc c'est quelque chose d'assez unique que le temps qui passe si vite, on trouve encore comme des petites oasis où tout s'est arrêté, comme dans le reportage où on voit cet hôtel. On voit déjà des lieux modernes abandonnés très rapidement. À peine construits, ils sont déjà abandonnés. Il y a des immenses cités HLM en Afrique, construites par des promoteurs chinois, qui peuvent abriter, je crois, 200 000 habitants. Mais il n'y a qu'une dizaine de gens qui habitent sur place parce que ça coûte trop cher. Et donc, à peine construites, elles sont déjà à l'abandon. Et aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de centres commerciaux qui ferment à cause d'Amazon et de tout ce qui est dématérialisé. Donc, on voit déjà le déclin de notre civilisation qui a commencé par les usines. Mais là, ça commence à toucher les lieux de vie, entre guillemets, les centres commerciaux, les parcs d'attractions. Il y a beaucoup de choses qui commencent à disparaître assez rapidement. Donc l'Urbex a des beaux jours devant lui. Certainement. Merci infiniment à vous deux d'être venus sur ce plateau. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.